Un horizon scintillant où le ciel azur rencontre le bleu infini de la mer. Qu'y a-t-il au-delà de cette ligne, là où les vagues murmurent avec des vents anciens? Imaginez une aube, non pas celle qui inonde les champs et les forêts familiers, mais celle qui surgit à la surface salée, la peignant de teintes nacrées. Le souffle du temps se fait particulièrement sentir ici, comme si l'air lui-même était saturé des échos millénaires. Des rivages anciens, encore enveloppés dans la brume de l'aube, recèlent des secrets que nous commençons seulement à découvrir. Quelque part là, au bord même de l'eau, une civilisation est née dont l'impact sur le monde fut véritablement colossal, même si son nom ne résonne plus aujourd'hui que comme un écho. C'est l'histoire d'un peuple, né de l'écume de la mer, dont le destin était inextricablement lié à l'océan, et dont la soif de découverte les a menés aux confins du monde connu. C'étaient des marins, des commerçants et des artisans dont les mains créaient des merveilles et dont l'esprit comprenait les mystères des étoiles et des vents. Cette histoire ne commence pas par des armées redoutables ni des palais majestueux, mais par des baies paisibles où les bateaux de pêche tanguaient sur les vagues, et par le désir insatiable de l'homme de transcender le familier. Ressentez la brise fraîche du matin, entendez les cris des mouettes annonçant un nouveau jour, et imaginez comment, sur ce littoral pittoresque où sable et eau se rencontrent, un peuple a commencé son voyage dont la civilisation allait devenir l'un des premiers grands phares de l'humanité. Leur histoire est plus qu'une simple chronique d'événements, c'est un récit de résilience, d'ingéniosité et de la force inépuisable de l'esprit humain, inspiré par l'espace infini et l'appel de l'inconnu. Ils ont appris à lire les étoiles pour trouver leur chemin dans la nuit et ont dompté le vent pour parcourir de vastes distances. Leurs villes, bâties de sable et de pierre, sont devenues des centres d'attraction pour tout le monde antique, et leurs biens, symboles de richesse et de raffinement. Mais surtout, ils ont laissé au monde un don inestimable qui nous sert encore aujourd'hui. Un système de symboles capable de transmettre des pensées à travers les siècles et les espaces. C'est de cette naissance, de ce lever de soleil sur la mer, que nous allons parler. Imaginez le temps ralentir, nous permettant de plonger dans le passé, d'assister de nos propres yeux à la naissance de cette civilisation remarquable, dont on retrouve les traces sur tous les continents bordant la Méditerranée. Leur histoire est un poème écrit dans les vagues sur le sable, le murmure du vent dans les voiles et le scintillement des étoiles sur les eaux sombres. Écoutez ce murmure, et il vous parlera des Phéniciens, un peuple dont la civilisation est née de l'écume de la mer. Un changement d'air approche, tel un souffle de vent à travers la steppe. L'eau, qui hier semblait un mur impénétrable, appelait aujourd'hui promettant des terres inconnues. Le ciel au-dessus de la côte, jusqu'à récemment simple dôme bleu, devint une carte tissée d'étoiles. Les premiers bateaux, maladroits mais courageux, touchèrent l'eau. Leurs coques, creusées dans des troncs d'arbres, étaient-elles des coquillages prêts à partir pour un grand voyage. Ceux dont les mains avaient l'habitude de travailler à terre sentaient maintenant la rugosité des cordes dans leurs paumes et l'odeur salée de l'océan dans leurs narines. Ce n'était pas seulement un lancement, c'était la naissance d'un nouveau chemin. Le cœur se serra à la vue du bleu infini, et en même temps, il tremblait d'impatience. Chaque coup de rame, chaque souffle de vent dans la voile primitive mesurait de nouveaux kilomètres les séparant de leur ancienne vie fermée. Ils regardaient devant eux, là où l'horizon se confondait avec l'eau, et ne voyaient pas une fin, mais un commencement. Le soleil se levant sur les vagues semblait une promesse.
une promesse de découverte, une promesse de rencontre, la promesse que le monde était bien plus vaste qu'il n'aurait pu l'imaginer. Il y avait tant d'espoir, tant d'audace dans ses premiers pas sur l'eau. Ils laissaient le rivage derrière eux, mais ils ne l'oubliaient jamais. C'était leur foyer, leur point de départ, leur ancre, vers laquelle ils aspiraient toujours à revenir, enrichis de nouvelles expériences. Mais l'appel du bleu était plus fort. Il les entraînait vers l'inconnu, là où se cachaient dangers et richesses incalculables. C'était une époque où l'homme commençait à conquérir les éléments, non par la force, mais par l'intelligence et la persévérance. Les bateaux, timidement d'abord, puis avec une assurance croissante, fendaient les vagues. Ils transportaient non seulement des personnes, mais aussi leurs rêves, leurs aspirations, leur soif insatiable de savoir. C'était le premier pas hésitant vers un monde vaste, un monde qu'ils étaient destinés à découvrir et à transformer. Et tous ceux à bord de ces premiers navires avaient le sentiment de faire partie de quelque chose de grandiose, de quelque chose qui allait changer à jamais le cours de l'histoire. Le doux clapotis de l'eau contre les flancs, le craquement du bois, le bruissement du vent, tout cela se mêlait à la mélodie d'un nouveau départ. Le souffle de la mer devenait leur souffle. Leur cœur battait au rythme des marées. Ils étaient prêts. Un changement d'air approche, tel un souffle de vent à travers la steppe. L'arbre, naguère vivant et aspirant au soleil, retrouve une nouvelle vie entre les mains des artisans. Leurs doigts, cailleux après de longues années de labeur, effleurent chaque brin, chaque courbe avec une tendresse surprenante. Ce n'était pas seulement un artisanat, c'était un art, né d'une profonde compréhension de la nature, d'un dialogue tacite avec la mer. Ils savaient faire chanter le bois sous la pression des vagues, le façonner pour conquérir les éléments. Leurs yeux, habitués à discerner les plus infimes détails, voyaient dans le tronc brut du cèdre non seulement de la matière, mais l'âme d'un futur navire. Le bruit des marteaux, le grincement des scies, le parfum de la résine et du bois frais, tout cela se tissait en une mélodie créatrice. Chaque clou enfoncé, chaque planche posée était un pas vers la réalisation de nouveaux rêves. Ils apprenaient de la nature, observant le vol des oiseaux, le mouvement des vagues autour des rochers, la force et la souplesse des roseaux. Leur savoir se transmettait de génération en génération, tel un don précieux. Un secret qui ne pouvait être révélé par écrit, mais ressenti au plus profond de leur cœur. Des conceptions simples mais ingénieuses, des proues acérées qui fendent l'eau, de larges flancs supportant une cargaison, des mâts robustes prêts à accueillir une voile. Tout cela naissait de cette fusion d'expérience et d'intuition. Ils construisaient plus que de simples bateaux. Il créait une extension de l'homme, son moyen de transport, son second chez soi. Le silence de la forêt où le bois était récolté cédait la place à l'agitation des ateliers, puis à l'étendue tumultueuse de la mer. Chaque navire était unique, telle une empreinte digitale, portant un fragment de l'âme de son créateur. Il savait que la vie de ceux qui prenaient la mer dépendait de leur savoir-faire. C'est pourquoi chaque nœud, chaque couture, chaque détail était exécuté avec le plus grand soin. L'eau, autrefois simple obstacle, devenait désormais leur chemin, leur champ d'action. Ils savaient que la mer pouvait être cruelle, mais ils savaient aussi construire un navire capable de résister à sa colère. C'était une époque où l'homme commençait à comprendre le langage des éléments, où il apprit non pas à les combattre, mais à vivre en harmonie.
le soleil qui brillait à travers les branches des arbres de la forêt, et celui qui illuminait l'immensité de la mer ne faisaient qu'un pour eux, source de vie et d'inspiration. Et lorsque le premier navire, luisant de résine fraîche, fut lancé, ce ne fut pas simplement l'accomplissement d'une tâche, c'était le début d'un nouveau voyage. Le léger craquement du bois, empli du bruit des vagues, leur semblait une promesse. Une promesse de découverte, une promesse de rencontre, la promesse que le monde était bien plus vaste qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Ces bateaux, construits avec amour et savoir, étaient porteurs de tant d'espoir, d'une telle audace. Ils laissaient le rivage derrière eux, mais ils ne l'oubliaient pas. C'était leur foyer, leur point de départ, leur ancre, vers laquelle ils aspiraient toujours à revenir, enrichis de nouvelles expériences. Mais l'appel du bleu était plus fort. Il les entraînait vers l'inconnu, là où se cachaient dangers et richesses incalculables. C'était une époque quand l'homme commença à conquérir les éléments, non par la force, mais par l'intelligence et la ténacité. Les navires, timidement d'abord, puis avec une assurance croissante, fendirent les vagues. Ils transportaient non seulement des hommes, mais aussi leurs rêves, leurs aspirations, leur soif insatiable de savoir. Ce fut le premier pas, timide, vers un monde immense, un monde qu'ils étaient destinés à découvrir et à transformer. Et tous ceux qui se tenaient à bord de ces premiers navires avaient le sentiment d'appartenir à quelque chose de grandiose, de quelque chose qui changerait à jamais le cours de l'histoire. Le clapotis silencieux de l'eau contre le flanc, le craquement du bois, le bruissement du vent, tout cela se mêlait à la mélodie d'un nouveau départ. Le souffle de la mer devint leur souffle. Leur cœur battait au rythme des marées. Ils étaient prêts. Nouvelles formes, nouveaux matériaux, nouvelles méthodes. Tout cela s'assembla pour former un tout unique, leur permettant de voyager plus loin et avec plus d'audace. Ils apprirent à maîtriser la puissance du vent en faisant leur allié. Les voiles, d'abord simples, puis de plus en plus sophistiquées, leur permettaient de parcourir de vastes distances. Maîtres de la voile et de la rame, c'est ainsi qu'on pouvait les appeler, ces premiers navigateurs. Ils ne craignaient pas le soleil, ils s'en servaient pour éclairer leur chemin. Leurs mains fortes et habiles savaient tendre une voile pour attraper chaque rafale de vent, diriger une rame pour maintenir le cap. C'était une époque où les frontières du monde commençaient à s'estomper, où les hommes découvraient qu'une autre vie, d'autres nations, d'autres richesses existaient au-delà de l'horizon. Chaque nouveau navire lancé symbolisait leur énergie irrépressible et leur curiosité sans fin. Ils ne voyaient pas la mer comme un obstacle, mais comme un chemin. Et ce chemin les menait vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles possibilités. L'odeur du sel, mêlée à celle du bois, devint leur arôme signature. Le bruit des vagues s'écrasant contre leur navire devint leur musique. Leur cœur battait à l'unisson au rythme de la mer. Ils faisaient partie de ce vaste monde, et le monde s'intégrait à eux. Leurs navires, tels des oiseaux, sillonnaient les eaux, portant avec eux les germes du changement. Chaque voyageur qui prenait la mer ressentait un frisson mêlé d'impatience. Ils emportaient avec eux non seulement des biens, mais aussi des idées, des connaissances et des coutumes. Les Phéniciens, maîtres de la voile et de la rame, ne se contentaient pas de construire des navires, ils construisaient des ponts entre les peuples. Leurs navires étaient des navires de paix, porteurs de civilisation sur les flots. Le doux murmure du vent dans les voiles, le clapotis de l'eau contre la coque, tel était le chant de leur grande réalisation. Nouveaux matériaux, nouvelles méthodes, tout cela s'est combiné pour former un tout,
leur permettant de voyager plus loin et avec plus d'audace. Ils ont appris à maîtriser la force du vent en faisant leur allié. Les voiles, d'abord simples, puis de plus en plus sophistiqués, leur ont permis de parcourir de vastes distances. Maîtres de la voile et de la rame, c'est ainsi qu'on pouvait les appeler, ces premiers navigateurs. Ils ne craignaient pas le soleil, ils saisissaient sa lumière pour éclairer leur chemin. Leurs mains, fortes et habiles, savaient régler une voile pour attraper chaque rafale de vent, diriger une rame pour maintenir le cap. C'était une époque où les frontières du monde commençaient à s'estomper, où les hommes découvraient une autre vie, d'autres nations, d'autres richesses au-delà de l'horizon. Chaque nouveau navire lancé symbolisait leur énergie irrépressible et leur curiosité sans fin. Ils voyaient la mer non pas comme un obstacle, mais comme un chemin. Et ce chemin les menait vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles opportunités. L'odeur du sel, mêlée à celle du bois, devint leur signature aromatique. Le bruit des vagues s'écrasant contre leurs navires devint leur musique. Leur cœur battait à l'unisson au rythme de la mer. Ils faisaient partie de ce vaste monde et le monde devint leur part. Leurs navires, tels des oiseaux, sillonnaient les eaux, emportant avec eux les germes du changement. Chaque voyageur qui partait ressentait un frisson d'impatience. Ils emportaient avec eux non seulement des biens, mais aussi des idées, des connaissances et des coutumes. Les Phéniciens, maîtres de la voile et de la rame, ne se contentaient pas de construire des navires, ils construisaient des ponts entre les peuples. Leurs navires étaient des navires de paix, porteurs de civilisation sur les flots. Le doux murmure du vent dans les voiles, le clapotis de l'eau contre la coque, tel était le chant de leur grande réalisation. Nouveaux matériaux, nouvelles méthodes, tout cela s'est combiné pour former un tout, leur permettant de voyager plus loin et avec plus d'audace. Ils ont appris à maîtriser la force du vent en faisant leur allié. Les voiles, d'abord simples, puis de plus en plus sophistiquées, leur ont permis de parcourir de vastes distances. Maîtres de la voile et de la rame, c'est ainsi qu'on pouvait les appeler, ces premiers navigateurs. Ils ne craignaient pas le soleil, ils saisissaient sa lumière pour éclairer leur chemin. Leurs mains, fortes, habiles, savaient régler une voile pour attraper chaque rafale de vent, diriger une rame pour maintenir le cap. C'était une époque où les frontières du monde commençaient à s'estomper, où les hommes découvraient une autre vie, d'autres nations, d'autres richesses au-delà de l'horizon. Chaque nouveau navire lancé symbolisait leur énergie irrépressible et leur curiosité sans fin. Ils voyaient la mer non pas comme un obstacle, mais comme un chemin. Et ce chemin les menait vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles opportunités. L'odeur du sel, mêlée à celle du bois, devint leur signature aromatique. Le bruit des vagues s'écrasant contre leurs navires devint leur musique. Leur cœur battait à l'unisson au rythme de la mer. Ils faisaient partie de ce vaste monde, et le monde devint leur part. Leurs navires, tels des oiseaux, sillonnaient les eaux, emportant avec eux les germes du changement. Chaque voyageur qui partait ressentait un frisson d'impatience. Ils emportaient avec eux non seulement des biens, mais aussi des idées, des connaissances et des coutumes. Les Phéniciens, maîtres de la voile et de la rame, ne se contentaient pas de construire des navires, ils construisaient des ponts entre les peuples. Leurs navires étaient des navires de paix, porteurs de civilisation sur les flots. Le doux murmure du vent dans les voiles, le clapotis de l'eau contre la coque, tel était le chant de leur grande réalisation. Mêlés d'anticipation, ils transportaient avec eux non seulement des biens, mais aussi des idées, des connaissances et des coutumes.
Les Phéniciens, maîtres de la voile et de la rame, ne se contentaient pas de construire des navires, ils construisaient des ponts entre les peuples. Leurs navires étaient des navires de paix, porteurs de la civilisation sur les flots. Le doux murmure du vent dans les voiles, le clapotis de l'eau contre la coque, tel était le chant de leur grande réalisation. Mêlés d'anticipation, ils transportaient avec eux non seulement des biens, mais aussi des idées, des connaissances et des coutumes. Les Phéniciens, maîtres de la voile et de la rame, ne se contentaient pas de construire des navires, ils construisaient des ponts entre les peuples. Leurs navires étaient des navires de paix, porteurs de la civilisation sur les flots. Le doux murmure du vent dans les voiles, le clapotis de l'eau contre la coque, tel était le chant de leur grande réalisation. Leurs navires étaient des navires de paix, porteurs de la civilisation sur les flots. Le doux murmure du vent dans les voiles, le clapotis de l'eau contre la coque, tel était le chant de leur grande réalisation. Leurs navires, tels des scarabées ailés, transportaient non seulement des marchandises, mais aussi la structure même du monde. L'argent extrait des profondeurs de la terre scintillait au soleil, reflétant le bleu de la mer infinie. Son éclat froid promettait la richesse, mais exigeait travail et courage. Parfois, il s'agissait d'argent apporté de contrées lointaines, où le soleil brillait différemment et où les sables détenaient leurs secrets. Les Phéniciens étaient d'habiles intermédiaires, un lien entre les cultures, les cités et les peuples. Ils connaissaient la valeur de chaque pierre précieuse, de chaque fil. Le cèdre, majestueux et parfumé, était un autre trésor qu'ils offraient au monde. Son bois, solide et résistant à l'eau, servait de fondation à leurs navires, à leurs maisons et à leurs armes. Le parfum de la résine, acidulé et vivifiant, emplissait l'air des ateliers et des ports. Les forêts de cèdre du Liban, hautes et majestueuses, leur fournissaient la matière première de leur grande réalisation. C'était un arbre millénaire, un arbre devenu symbole de longévité et de force. Chaque tronc abattu n'était pas seulement un arbre, mais la promesse d'un nouveau voyage, d'une nouvelle opportunité. Mais la denrée la plus convoitée et la plus rare était peut-être la teinture violette. Extraite de minuscules escargots de mer appelés murex, elle nécessitait un travail incroyable. Des milliers de coquillages, minutieusement collectés et traités, ne produisaient qu'une infime quantité de ce précieux pigment. Sa couleur était véritablement royale, profonde, riche, chatoyante de nuances allant de l'écarlate au violet. Le violet symbolisait le pouvoir, la richesse et un statut élevé. Il ornait les vêtements des rois, les robes des prêtres et les bannières des empires. Les Phéniciens, comme nul autre, savaient exploiter et valoriser ce don de la mer. Leurs villes, comme Tyr, étaient réputées pour leur teinture violette exportée dans toute la Méditerranée. Les routes commerciales phéniciennes étaient comme les veines qui alimentaient le corps de la civilisation. Elles couraient sur l'eau, où le vent était leur fidèle compagnon, et sur terre, où les caravanes avançaient lentement, mais inexorablement. Des rivages de l'Asie mineure aux îles de la mer Égée, de la Sicile aux lointaines côtes de l'Atlantique, leur langue résonnait partout et ils laissaient leur empreinte partout. Elles ne se contentaient pas de transporter des marchandises, elles transportaient savoir, idées et technologie. Elles apportaient de l'huile d'olive de Grèce, des céréales d'Égypte, des métaux d'Espagne et des épices d'Orient. Chaque port où leurs navires accostaient devenait un lieu de rencontre, d'échange et de dialogue.
Au milieu de l'agitation des villes portuaires, du brouhaha des marchands et du grincement des gréements, un monde nouveau naissait. Les marchands phéniciens n'étaient pas que des vendeurs, c'étaient des diplomates, des explorateurs et des innovateurs. Ils savaient trouver un terrain d'entente avec tous les peuples, comprenant que le commerce n'est pas une simple transaction, mais une relation fondée sur la confiance et le respect. Leur argent, leur cèdre, leur pourpre, tout cela n'était qu'un moyen, un outil pour établir des liens, pour élargir leurs horizons. Les rayons du soleil couchant doraient les vagues, tandis qu'un autre navire larguait les amarres. À bord se trouvaient des sacs de céréales, des amphores de vin et des ballots de tissu. Et dans le cœur des marins résidait l'attente de nouvelles découvertes, de nouvelles rencontres, de nouvelles richesses. Ils savaient que chaque voyage était risqué, mais que chaque succès était un pas vers la prospérité. Ils étaient les enfants de la mer, et la mer leur offrait ses bienfaits. Mais le commerce ne se limitait pas aux biens matériels. Les Phéniciens étaient des artisans talentueux. Leur poterie, décorée de motifs raffinés, trouvait leur public. Leur verrerie, transparente et irisée, captivait par sa beauté. Le savoir-faire de leurs mains était aussi précieux que les métaux précieux qu'ils transportaient. Ils savaient transformer des matériaux simples en œuvres d'art, des objets qui embellissaient la vie et servaient à des fins pratiques. Parfois, lorsque le vent tombait et que la mer devenait un miroir, ils contemplaient les étoiles. Ces lumières lointaines et scintillantes étaient leur boussole, leur fil conducteur à travers le bleu infini. Ils connaissaient le nom des constellations et comprenaient leurs mouvements. Ce savoir, accumulé au fil des siècles, les aidait à naviguer, à éviter le danger et à retrouver leur chemin. Les étoiles étaient témoins de leur voyage, compagnes silencieuses dans le silence de la nuit. Les routes commerciales phéniciennes étaient plus que de simples lignes sur une carte. Elles étaient des fils reliant des territoires disparates en un tout cohérent. Elles étaient des ponts par lesquels circulaient non seulement des marchandises, mais aussi des idées, des croyances et des langues. Elles apportaient avec elles de nouvelles connaissances, de nouvelles coutumes, de nouvelles façons de voir le monde. Et à leur retour, elles rapportaient un morceau des terres qu'elles avaient visitées. Leur culture s'enrichissait, leur vision du monde s'élargissait. L'argent, le cèdre et le pourpre symbolisent leur richesse et leur puissance, mais ils ne représentent que la partie émergée de l'iceberg. Leur plus grande contribution au monde résidait dans leur capacité à tisser des liens, leur passion pour l'échange et leur énergie inépuisable. Pionniers, ils ouvraient de nouvelles routes maritimes et leurs expéditions commerciales repoussaient les frontières du monde connu. Leur empreinte est restée dans chaque port et dans chaque culture qui les a côtoyés. Maîtres de leur art, ils ont changé le cours de l'histoire, laissant derrière eux non seulement des trésors matériels, mais aussi un héritage invisible qui perdure encore aujourd'hui. Le murmure discret des vagues semble encore préserver le souvenir de leurs audacieux voyages. Le silence précède le changement, et le temps s'écoule à nouveau plus vite. De Tyr, berceau de leur puissance navale, à Carthage même, perle des rivages lointains, un voyage s'étendait. Les navires phéniciens, tels des oiseaux en plein vol, glissaient sur les flots, transportant sur leurs ponts non seulement des biens précieux, mais aussi les germes d'une vie nouvelle. Cartographes sans encre, leurs cartes gravées dans la mémoire, dans le mouvement des étoiles et dans le murmure des vagues côtières. Chaque port qu'ils visitaient laissait une trace dans leurs âmes, et eux, à leur tour, laissaient une trace sur la terre. La route de Tyr à Carthage était bien plus qu'une simple voie commerciale.
C'était un fil conducteur à travers les eaux de la Méditerranée, reliant l'Est à l'Ouest, le Nord au Sud. Le long de ce fil coulaient des flots d'argent scintillant aux rayons du soleil, du cèdre dont le parfum emplissait l'air, et du pourpre, couleur des rois et des dieux. Mais bien plus importants étaient les biens invisibles, les idées, le savoir, les langues. Les marchands phéniciens, au visage hâlé et au regard pénétrant, étaient les ambassadeurs des cultures. Ils assistaient à la construction du monde et participaient à cette construction, jour après jour, mer après mer. De Tyr, une cité dont les murs semblaient taillés dans le ciel, ils partirent pour leur voyage. Leur port grouillait de vie. Le grincement des gréements des navires, les cris des mouettes, le brouhaha des marchands. L'air était chargé d'un parfum de résine, de sel et d'épices exotiques. Ils savaient que de nouvelles terres, de nouvelles opportunités, de nouveaux défis les attendaient au-delà de l'horizon. Chaque voyage était un risque, mais aussi une promesse. La promesse de richesse, de gloire et peut-être de la découverte de quelque chose d'entièrement nouveau. Leurs navires, ces créations magistrales de la main de l'homme, les emportèrent sur des eaux tumultueuses. Ils savaient dompter le vent, lire les marées, trouver des ports sûrs. Leurs voiles, imprégnés du souffle d'Éole, les menèrent vers des rivages lointains. Ils franchirent des détroits eaux sombres et pleines de secrets. Ils contournèrent des promontoires rocheux où les vagues s'écrasaient avec un rugissement tel la colère des dieux. Mais rien ne put arrêter leur infatigable progression. À chaque port d'entrée, ils étaient accueillis avec curiosité et parfois appréhension. Ils apportaient des marchandises que les locaux n'avaient jamais vues. Ils parlaient des langues étranges. Ils racontaient des histoires de contrées lointaines qui éveillaient l'imagination. Et eux-mêmes, s'imprégnant des coutumes étrangères, rentraient enrichis. Leur vision du monde s'élargit comme l'horizon qu'ils voyaient chaque jour. En atteignant les côtes de l'Afrique du Nord, ils découvrirent de nouvelles perspectives. Une terre où le soleil brillait différemment, où l'air était imprégné du parfum de plantes inconnues. Là, sur la côte, ils fondèrent une nouvelle cité qui allait devenir grande, Carthage. Née de l'ambition et du travail acharné, cette cité incarnait l'esprit phénicien. Elle devint un nouveau centre de pouvoir, un nouveau phare dans un océan de commerce et d'influence. Carthage grandit tel un jeune arbre, absorbant la force de la terre et les richesses de la mer. Ses rues s'animèrent, ses ports regorgèrent de navires. Elle devint un lieu de rencontre entre différents mondes, où le commerce prospéra et où les cultures s'entremêlèrent. Les Phéniciens qui fondèrent cette cité apportèrent leur expérience, leur savoir et leur tradition. Mais Carthage ne fut pas une simple copie de Tyr. Elle évolua, se transforma, acquit une âme unique. À mesure que leur influence grandissait, leur renommée grandissait. Leurs navires sillonnaient la Méditerranée d'un bout à l'autre. Ils établissaient des comptoirs commerciaux, fondaient des colonies et diffusaient leur culture. Plus que de simples commerçants, ils étaient des pionniers dont les traces menaient à de nouvelles découvertes. Chaque voyage, chaque contact, chaque échange était un pas vers l'inconnu. Le voyage de Tyr à Carthage fut un voyage constant, fait de mouvements et d'échanges constants. Ce fut un voyage fondé sur la confiance, l'aptitude à la négociation et le désir du meilleur. Les Phéniciens apportèrent au monde non seulement des biens matériels, mais aussi l'idée de connexion, l'idée de communauté. Ils montrèrent comment unir des terres lointaines, comment construire des ponts là où il n'y avait auparavant que des barrières. Parfois, alors que le soleil se couchait, teintant le ciel de pourpre et d'or, les marins phéniciens contemplaient la mer. C'était un miroir reflétant leur long voyage.
Ils y voyaient les reflets de Tyr, les parfums des forêts de cèdre, le chatoiement des étoffes violettes. Ils sentaient le vent les porter vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle Carthage, vers de nouvelles possibilités. Ce mouvement, cette incessante quête d'avenir, était l'essence même de leur être. Leurs voyages furent semés de dangers, mais aussi de merveilles. Ils découvrirent des villes dont les murs s'élevaient vers le ciel. Ils rencontrèrent des peuples aux coutumes différentes des leurs. Ils entendirent des langues qui résonnaient comme des chants. Chaque jour était une nouvelle découverte, une nouvelle leçon. Ils apprenaient du monde et le monde apprenait d'eux. Le voyage de Tyr à Carthage fut une route pavée de persévérance et de rêves. Ce chemin reliait les peuples et les terres, créant un réseau de relations qui imprégnait toute la Méditerranée. Les Phéniciens, ces marins et commerçants infatigables, furent les bâtisseurs de ce monde, les architectes de ces liens. Leurs navires étaient leurs instruments, et la mer leur toile. Et sur cette toile, ils peignirent le tableau d'une nouvelle civilisation, un tableau qui changea le cours de l'histoire. Sur les rivages lointains où se trouvait Carthage, ils trouvèrent non seulement des opportunités commerciales, mais aussi un nouveau foyer. La cité construite de toutes pièces devint l'incarnation de leurs ambitions. Elle témoignait de leur créativité, de leur organisation et de leur prospérité. Carthage devint leur fierté, leur héritage, leur nouveau centre du monde. Chaque kilomètre parcouru, chaque transaction, chaque nouveau contact ajoutait une dimension supplémentaire à leur histoire complexe. C'étaient des gens qui n'avaient pas peur de regarder au-delà de l'horizon, qui osaient rêver grand. Et leurs rêves, réalisés au fil de leurs voyages, de leurs échanges commerciaux, de leurs villes, ont changé le monde à jamais. Le voyage de Tyr à Carthage n'était qu'un chapitre parmi tant d'autres de leur grande épopée, un chapitre imprégné du bruit des vagues, du craquement des vagues et du murmure des vents lointains. Un changement d'air approche, tel un souffle de vent à travers la steppe. Les Phéniciens, qui ouvraient leur route maritime des côtes du Levant jusqu'aux colonies lointaines, apportaient avec eux non seulement des biens, mais aussi les germes d'une ère nouvelle. Leur plus beau don, plus brillant que n'importe quelle pierre précieuse, fut une révélation qui changea le monde à jamais. Une révélation gravée dans les signes nés des sons de leur langage. Imaginez des siècles où chaque mot, chaque signification exigeait la mémorisation d'une image entière, d'un tableau complet. Les tablettes couvertes de hiéroglyphes complexes ou d'écritures cunéiformes exigeaient des années d'études, reléguant l'alphabétisation à quelques prêtres et scribes. La complexité de ces systèmes ressemblait à un labyrinthe où seuls les initiés pouvaient pénétrer. Mais les Phéniciens, pragmatiques et observateurs, recherchaient la simplicité, la rapidité, un moyen de transmettre ses pensées facilement et rapidement, comme les vals prennent le vent. Ils observaient le monde qui les entourait. Le chant d'un oiseau, le fracas d'une vague sur le rivage, le sifflement du vent dans les cordages. Et ils commencèrent à saisir le lien entre le son et le sens. Non pas l'image d'un arbre, mais le son qu'il produit lorsqu'on prononce son nom. Non pas l'image d'une personne, mais l'ensemble spécifique de sons qui la représentent. C'est ainsi qu'une idée naquit. L'idée qu'il était possible d'utiliser beaucoup moins de symboles, juste quelques dizaines, chacun représentant un son unique et clairement défini. La consonne, s'avéra-t-il, en était la base. Ils identifièrent ces éléments clés du langage, ces éléments constitutifs de chaque mot. Leur alphabet, développé vers le XIe siècle avant Jésus, était plus qu'un simple ensemble de symboles.
C'était un phare, éclairant le chemin de la connaissance pour toute l'humanité. Il était simple, mais brillant. Chaque signe portait un nom, souvent lié à ce qu'il représentait. Mais le signe lui-même n'était plus une image, c'était un symbole sonore. Cette étape simple mais révolutionnaire a littéralement coupé le souffle au monde. Le savoir est devenu plus accessible. Les marchands pouvaient tenir des registres sans avoir recours à leur mémoire ni à des scribes. Les poètes pouvaient coucher leurs vers par écrit sans craindre que leurs vers ne disparaissent avec la dernière personne qui s'en souvenait. Les historiens ont eu la possibilité de préserver les événements pour les générations futures. Cet alphabet, composé de seulement 22 lettres, était gravé sur la pierre, l'argile et le papyrus. Ses formes étaient anguleuses et rapides, telles des vagues se précipitant vers le rivage. Il était pratique, comme tout ce que les Phéniciens créaient. Rien de superflu, juste l'essentiel. C'était un cadeau qu'ils emportaient sur leur navire, l'offrant à tous ceux qui voulaient bien l'accepter. Les Grecs, constatant ce miracle, en saisirent immédiatement l'importance. Ils y ajoutèrent des voyelles, le rendant encore plus parfait, plus proche du son de la parole vivante. Ainsi, par l'intermédiaire des Grecs, ce don phénicien se répandit dans toute l'Europe, devenant la base de l'alphabet latin, puis de nombreuses autres écritures que nous utilisons encore aujourd'hui. Telle une graine semée en terre fertile, l'alphabet phénicien a proliféré. Il a permis aux pensées de voyager plus loin que les navires les plus rapides. Il a permis aux idées de vivre éternellement, transcendant le temps et les distances. C'était une arme silencieuse mais puissante entre les mains de l'humanité. Une arme qui ne détruisait pas, mais créait. Il a jeté des ponts entre les cultures, permettant l'échange non seulement de biens, mais aussi de connaissances, de philosophie et de croyances. Ce fut la naissance de l'alphabétisation telle que nous la connaissons, la naissance de la possibilité pour chacun de puiser dans la sagesse des siècles. Imaginez comment, dans l'effervescence des villes portuaires, au milieu des cris des mouettes et du grincement des cordages, les marchands phéniciens, le soir, à la lueur des lampes à huile, dessinaient leurs signes. Des signes plus simples que le ciel étoilé, mais qui avaient le pouvoir de changer le monde. Ils n'étaient pas des philosophes au sens académique du terme, mais leur génie pratique donna naissance à une philosophie qui rendit la connaissance accessible. C'était une révélation venue non des montagnes, ni des temples, mais du pont d'un navire, imprégné d'air salin et d'un parfum de résine. Chaque lettre, qu'il s'agisse d'aleph, de beth ou de gimel, était plus qu'un simple symbole, c'était une clé. Une clé pour la compréhension, la communication, le développement. Cet alphabet, ce don des Phéniciens, devint un fil invisible reliant les peuples disparates de la Méditerranée. Un murmure discret qui devint la voix puissante de la civilisation. Sa simplicité était trompeuse, masquant un potentiel de croissance illimité. C'était comme une graine qui, une fois plantée, pouvait donner naissance à un arbre immense dont les branches s'étendraient à travers le monde. Ainsi, alors que les derniers rayons du soleil touchaient l'horizon, teintant la mer de nuances de pourpre et d'or, les marins phéniciens n'avaient peut-être pas saisi toute la puissance de leur invention. Ils faisaient simplement ce qu'ils faisaient le mieux, commercer, voyager, vivre. Mais entre leurs mains, dans leur quête de simplicité et d'efficacité, naquit quelque chose qui leur survécut, quelque chose qui continue de vivre et d'évoluer, nourrissant l'esprit et l'âme des hommes à travers les millénaires. Ce fut la naissance de l'écriture, libérée des entraves de la complexité, prête à servir quiconque désire apprendre.
Ainsi, grâce au bruit des vagues et au grincement des voiles, à leur soif de communication et de commerce, les Phéniciens ont offert au monde non seulement une nouvelle écriture, mais aussi une nouvelle façon de penser. L'alphabet est devenu leur héritage, un phare qui continue d'indiquer la voie du savoir et de la compréhension. La mer, cette étendue bleue infinie, a toujours été pour les Phéniciens plus qu'un simple élément. C'était un être vivant, empreint de mystère et de puissance. Elle nourrissait, pourvoyait, mais pouvait aussi emporter. Et là où l'homme rencontre une puissance incompréhensible, naît la foi. La foi en les dieux qui gouvernent ce monde, en ceux qui façonnent le destin des hommes. Bien avant que leurs navires ne percent les flots, les Phéniciens, habitant d'une étroite bande de terre fertile entre la mer et le désert, possédaient déjà leur propre panthéon. Il s'agissait de dieux étroitement associés à la nature, au cycle de la vie et de la mort, à la fertilité de la terre et à la générosité de la mer. Parmi eux se trouvait Baal, le puissant seigneur du tonnerre et des cieux, dont les éclairs fendaient les nuages et dont les pluies torrentielles rappelaient sa force. Il était souvent représenté avec une masse, symbole de puissance et des éclairs. C'était un dieu vers lequel on se tournait dans l'espoir d'une bonne récolte et d'une protection contre les ennemis. Mais la mer était plus proche et plus familière. Elle fournissait du pain, ouvrait la voie. Ainsi, pour les marins, les commerçants, pour tous ceux dont la vie dépendait du flux et du reflux des marais, la divinité principale était Melkart. Ce nom, signifiant roi de la cité, résonnait comme un écho de l'immensité marine. Melkart était plus qu'un simple dieu de la mer. Il était le patron de la navigation, le protecteur des voyageurs, le fondateur de colonies. Son culte était particulièrement fort à Tyr, l'une des plus grandes cités de Phénicie. Ses temples s'élevaient sur des îles rocheuses, leurs colonnes atteignant le ciel, et les sacrifices, souvent des taureaux, symbolisaient la force et l'abondance. Les marins partant pour de longs voyages le priaient, implorant des vents favorables et un retour sain et sauf. Ces statues, souvent représentées avec une corne d'abondance et un trident, rappelaient sa double nature. Il pouvait accorder richesse et prospérité, mais aussi déchaîner la colère des profondeurs. Dans les cieux nocturnes, que les Phéniciens trouvaient aussi mystérieux et sans fond que la mer, résidaient également d'autres divinités. Astarté, déesse de l'amour, de la fertilité et de la guerre, était l'une des plus vénérées. Son culte se répandit bien au-delà de la Phénicie, influençant les croyances de nombreux peuples. Elle était associée à la planète Vénus, dont l'étoile brillante apparaissait dans le ciel du matin et du soir. Elle incarnait la force, la beauté et la passion féminine. Les Phéniciens la voyaient comme une mère, dispensatrice de vie, et une guerrière, protégeant son peuple. Ses temples étaient emplis d'encens et de musique, et ses prêtresses étaient vénérées comme intermédiaires entre le monde des hommes et celui des dieux. Pour les Phéniciens, un ciel étoilé était plus qu'un simple spectacle. C'était une boussole stellaire, une lumière qui les guidait dans l'obscurité de la nuit. Les étoiles étaient la porte d'entrée vers le monde des dieux, leur demeure. Ils croyaient que chaque étoile avait sa propre signification et son influence. Des constellations importantes, comme Orion, servaient de repères pour la navigation, et leurs mouvements étaient étroitement liés aux divinités célestes. L'astronomie, bien que non au sens moderne du terme, faisait partie intégrante de leurs croyances religieuses. En observant les corps célestes, ils tentaient de comprendre la volonté des dieux et de prédire l'avenir. Mais les croyances des Phéniciens n'étaient pas statiques.
Au fil du temps, à mesure que leur route commerciale s'étendait, ils rencontrèrent d'autres cultures et d'autres dieux. Leur panthéon s'enrichit, se mélangea et s'adapta. En Égypte, ils vénéraient Osiris et Isis. En Mésopotamie, Marduk. Mais au fond, leur foi restait inextricablement liée à la mer, au ciel et à la force vitale de la nature. Leurs temples, souvent construits en pierre extraite des falaises locales, étaient plus que de simples lieux de culte. C'étaient des centres de vie sociale, où l'on se rassemblait, où l'on concluait des accords et où l'on transmettait le savoir. Les prêtres, vêtus de robes blanches, accomplissaient des rituels, chantaient des hymnes et racontaient des mythes. Ces mythes, transmis de génération en génération, expliquaient les origines du monde, le sens de la vie et la nature des dieux. Plus que de simples récits, ils constituaient le fondement d'une vision du monde, une boussole qui aidait les Phéniciens à naviguer dans un monde complexe et imprévisible. Leurs croyances religieuses incluaient l'idée de cycle, naissance, vie, mort, renaissance. Tout cela se reflétait dans les mythes des dieux, dans les rituels célébrant le changement des saisons et dans la renaissance de la nature après le sommeil hivernal. Ces idées leur procuraient réconfort, espoir de la continuation de la vie, car après la mort, l'âme ne disparaît pas sans laisser de traces, mais poursuit son voyage dans l'au-delà. Les Phéniciens croyaient à l'existence d'un au-delà, mais ce n'était pas un lieu de tourments éternels ou de délices célestes, comme dans d'autres cultures. C'était plutôt un lieu d'oubli, où les âmes s'attardaient dans l'ombre, privées des joies et des peines terrestres. Cependant, certains croyaient aussi que les vivants pouvaient influencer le sort des morts par des sacrifices et des prières. Les esprits de la nature, les nymphes et les satyres, que l'on croyait habiter les forêts, les montagnes et les sources, occupaient une place particulière dans leurs croyances. Ces êtres pouvaient être bienveillants ou hostiles envers les humains, et les Phéniciens cherchaient donc à les apaiser en leur offrant des cadeaux. Lorsque les navires phéniciens quittèrent leur côte natale, emportant avec eux marchandises et les racines de leur culture, ils emportèrent également leurs croyances. Sur les nouvelles terres qu'ils découvrirent, ils bâtirent des temples dédiés à leurs dieux, érigèrent des autels et répandirent leurs coutumes. Ainsi, la religion phénicienne, comme leur alphabet, devint partie intégrante du patrimoine culturel de la Méditerranée, marquant de son empreinte les croyances de nombreux peuples. Le vent qui gonflait leurs voiles était le souffle des dieux. Le bruit des vagues était leur voix. Les étoiles étaient leurs yeux. Dans ce lien intime avec la nature, dans ce dialogue constant avec l'incompréhensible, les Phéniciens trouvaient le sens de leur existence, leur force et leur sagesse. Ils étaient un peuple de la mer, un peuple du ciel, un peuple de foi. Et cette foi, aussi forte et profonde que l'océan, les aidait à surmonter toutes les difficultés, à découvrir de nouveaux horizons et à laisser leur empreinte dans l'histoire. Un changement d'air approche, tel un souffle de vent traversant la steppe. Les Phéniciens, dont les navires sillonnaient la Méditerranée, transportaient avec eux non seulement des biens et de l'artisanat, mais aussi les germes de leurs ambitions. Ce sont ces ambitions qui fleurissaient sur de nouvelles terres qui les conduisirent à des affrontements inévitables avec les titans de leur époque. Des empires dont les frontières s'étendaient sur des milliers de kilomètres, dont les armées résonnaient comme le tonnerre, se tournaient désormais vers les commerçants d'outre-mer. Il fut un temps où des colonies phéniciennes, comme Tyr et Sidon, se considéraient comme les maîtresses des mers. Leurs caravanes commerciales, telles des fils d'or reliant des terres disparates, reliaient des contrées disparates.
Mais le monde ne s'arrêtait pas là. L'Occident s'annonçait non seulement riche, mais aussi porteur de nouveaux défis. En Afrique, au large de Carthage, naissait une puissance qui allait défier Rome elle-même. L'Orient était le théâtre d'États puissants dont les ambitions impériales étaient sans limite. Les Assyriens, ces redoutables guerriers dont la marche résonnait comme le sillage du destin, avaient tenté à maintes reprises de soumettre les cités phéniciennes. Tyr, cette perle de la mer, avait été assiégée et conquise, mais son esprit demeurait intact. Ses habitants, habitués aux défis, trouvaient de nouvelles voies, de nouvelles opportunités. Chaque fois que leur empire semblait s'effondrer, ils renaissaient de leurs cendres, tel le phénix dont les légendes, inspirées par leur résilience, avaient pu parler. Babylone, dont les murs semblaient imprenables, cherchait également à soumettre la côte phénicienne. Ces rois, fiers et puissants, ne voyaient dans les Phéniciens que des instruments de leurs ambitions, une source de richesse et d'esclaves. Mais les Phéniciens savaient manœuvrer, négocier et rechercher le compromis. Ils savaient s'incliner devant la force pour préserver leur esprit et leur route commerciale. Puis vint le roi perse, Cyrus le Grand. Son empire, s'étendant de la mer Égée à l'Inde, devint une réalité nouvelle. Les navires phéniciens, habitués à une relative indépendance, furent désormais contraints de servir le trône perse. Ils intégrèrent une vaste flotte qui aida les Perses à conquérir de nouvelles terres, dont des cités-États grecques. Tyr, Sidon, Arwad, toutes ces cités dont la gloire avait retenti pendant des siècles se retrouvèrent sous la domination d'un roi lointain. Mais même soumis, les Phéniciens conservèrent leur identité. Leur maîtrise de la navigation, leurs relations commerciales, leur capacité d'adaptation, tout leur resta. Ils servirent les Perses, mais continuèrent de gérer leurs affaires, leurs échanges, leurs découvertes. Leurs navires, arborant les bannières perses, continuèrent de voyager, apportant sur leurs ponts non seulement des marchandises, mais aussi des témoignages de la culture phénicienne. Et puis, alors que le monde semblait figé dans l'attente de nouvelles conquêtes, une nouvelle puissance émergea. Les Grecs, dont les cités-États, fragmentées mais dynamiques, entamèrent leur expansion rapide. Leurs flottes, autrefois modestes, devinrent de plus en plus puissantes. Leurs routes commerciales croisèrent celles des Phéniciens, suscitant à la fois concurrence et coopération. Forts de leur expérience ancestrale et de leurs connaissances accumulées, les Phéniciens devinrent une sorte de mentors pour les Grecs. Ceux-ci adoptèrent leur alphabet, leurs techniques de navigation et de nombreux savoir-faire artisanaux. Mais, parallèlement, les Grecs devinrent aussi de redoutables rivaux. Leur expansion vers l'ouest, leur colonisation des côtes méditerranéennes, leur influence croissante, tout cela ne pouvait qu'affecter les intérêts phéniciens. La rivalité devint particulièrement intense en Afrique du Nord. Carthage, colonie phénicienne fondée, selon la légende, par la reine Didon, était devenue une puissante cité-État. Sa marine dominait la Méditerranée occidentale et ses routes commerciales s'étendaient jusqu'aux îles britanniques, apportant étain et autres métaux précieux. Carthage hérita des traditions phéniciennes, mais développa en même temps une identité propre. Cité où les cultures se mêlaient, où l'on parlait différentes langues, où le commerce était primordial. Carthage était une ville où les cultures se mêlaient, où l'on parlait différentes langues, où le commerce était primordial. Mais c'est ici, sur ces rivages, qu'éclata un affrontement qui allait changer le cours de l'histoire. Rome, jeune république gagnant rapidement en puissance sur la péninsule italienne, commença à se tourner vers l'ouest. Ses ambitions étaient aussi grandes que sa puissance militaire.
Les navigateurs phéniciens, habitués aux eaux calmes, se trouvèrent soudain confrontés à une menace nouvelle et sans précédent. Les empires, forts de leurs vastes ressources et de leur volonté inébranlable, étaient prêts à se battre pour la domination. Les Phéniciens, dont l'histoire était celle du commerce et de la navigation, se retrouvèrent pris dans le tourbillon de grands conflits où se jouait le sort de toute la Méditerranée. Le vent du changement, qui avait toujours été leur fidèle compagnon, apportait désormais avec lui le grondement des armées et le fracas des épées. Les tensions planaient, telles des nuages d'orage s'amoncelant autour de la mer. Les cités phéniciennes, autrefois indépendantes, subissaient désormais le poids d'empires étrangers. Leurs routes commerciales, autrefois libres, devinrent le théâtre de jeux politiques et d'affrontements militaires. La puissance assyrienne, la domination perse, l'expansion grecque, toutes ont laissé leur empreinte, remodelant le paysage politique. Mais le défi le plus important fut l'émergence de Rome. Cette jeune et ambitieuse république, située à l'ouest, voyait les Phéniciens non seulement comme des commerçants, mais aussi comme un obstacle à sa domination mondiale. Carthage, perle de la Méditerranée occidentale, devint le centre d'un nouvel affrontement. Sa force, sa richesse, sa puissante marine, tout cela suscitait crainte et envie. Les Phéniciens, dont les racines remontaient aux lointaines terres du Levant, se retrouvèrent alors en première ligne d'un grand conflit. Leurs navires, autrefois garants de la paix et du commerce, devinrent l'objet d'une attention particulière de la part des puissances militaires. Chaque expédition, chaque nouvelle découverte comportait désormais un risque potentiel de conflit. Même en temps de paix, lorsque les navires tanguaient paisiblement dans leur port, une tension invisible était palpable. Le murmure des vagues semblait porter la nouvelle de changements à venir. L'odeur de sel et de résine, familière aux ports phéniciens, se mêlait alors à la prémonition d'une tempête. Sages et prêtres, le regard fixé sur les étoiles, prédisaient les épreuves à venir. Ils voyaient dans le ciel des signes annonçant un changement d'air, une période de grands bouleversements. Les Phéniciens, peuple qui avait bâti sa civilisation sur la mer, devaient désormais affronter de nouveaux défis sur terre. Leur compétence maritime, leur sens du commerce, leur capacité à trouver un terrain d'entente avec différents peuples, tout cela s'est avéré utile dans leur lutte pour la survie. Ils ont appris à naviguer entre les empires, à nouer des alliances et à exploiter les faiblesses de leurs ennemis. Leur histoire, tissée de voiles et d'étoiles, est désormais une histoire de lutte, de résilience et d'une volonté inébranlable de survivre. Un changement d'air approchait, et chaque Phénicien, du simple marin au puissant marchand, en ressentait le souffle. C'était une époque où les empires antiques s'affrontaient à de nouvelles puissances, où les ordres anciens s'effondraient, laissant place à quelque chose de nouveau et d'inconnu. Les Phéniciens, un peuple dont les navires étaient omniprésents et dont le commerce s'étendait sur toute la planète, se retrouvèrent au centre de ce tourbillon grandiose. Leur sort, comme celui de toute la Méditerranée, se jouait sur les champs de bataille et dans les palais diplomatiques, où chaque accord, chaque mot valait de l'or. Et dans ce tourbillon d'événements, les Phéniciens, forts de leur sagesse ancestrale et de leur courage inébranlable, se préparaient à affronter leur nouvelle réalité. Sur les rivages poussiéreux d'Afrique du Nord, où le soleil caressait le sable avec une passion particulière, quelque chose de nouveau naquit, telle une fleur perçant la pierre. Là où autrefois seul le vent avait poussé les dunes, une cité s'éleva, son nom murmurant sa puissance à travers la Méditerranée, Carthage.
Elle ne naquit pas de sang et de fer, comme nombre de ses voisines. Ses racines plongeaient dans l'entreprise phénicienne, dans une soif de rivages lointains, dans la sagesse acquise au fil des siècles de navigation. Carthage devint l'incarnation de cette soif, un nouveau phare allumé à la fin d'une ère ancienne. Les Phéniciens qui arrivèrent ici apportèrent bien plus que des marchandises et de l'artisanat. Ils apportèrent un esprit pionnier, un talent pour la construction depuis des siècles, et la capacité de déceler des opportunités là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Ils découvrirent une terre riche en ressources et un climat propice au travail. Le port, autrefois modeste, commença à se développer tel un organisme vivant, absorbant l'agitation des quatre coins du monde. Les navires, avec leurs hauts mâts et leurs larges voiles, devinrent la carte de visite de la ville, ambassadeurs silencieux de sa gloire. Les Carthaginois, descendants de ceux qui avaient quitté Tyr et Sidon, ne se contentèrent pas de copier leurs ancêtres. Ils réinterprétèrent leur héritage en y ajoutant leur propre vision. Leurs ambitions s'étendaient bien au-delà de l'horizon. Ils ne cherchaient pas seulement le commerce, mais la domination, non seulement à établir des comptoirs, mais à créer des empires. Leur regard était rivé sur les riches terres d'Italie, les îles de la mer Égée et la côte égyptienne. Chaque nouveau navire quittant leur port transportait non seulement une cargaison, mais aussi l'espoir d'étendre leur influence. La ville se développa à pas de géant. Ses rues se remplirent de gens de nationalités diverses, parlant des langues diverses. L'animation du marché se mêlait aux cris des mouettes et au grincement des gréements des navires. L'architecture reflétait cette fusion culturelle. Les traditions phéniciennes se mêlaient aux motifs locaux, créant l'aspect unique de Carthage. Des temples dédiés à Baal et à Astarté côtoyaient des sanctuaires païens, et leurs prêtres accomplissaient leurs propres rituels, implorant les dieux de leur accorder des faveurs pour la ville. Ici, sur cette terre où le génie phénicien a rencontré la ferveur d'une ère nouvelle, naquit un centre de pouvoir capable de défier même les nations les plus puissantes. Carthage devint plus qu'une simple cité, un symbole de changement. Sa richesse s'accrut, son armée se renforça et sa marine domina les mers. Née d'un désir d'excellence, cette cité devint une source d'inspiration et d'admiration. Elle respirait la confiance, débordait d'énergie, prête à s'affirmer à tout instant. Les marchands carthaginois, vêtus de vêtements raffinés et attentifs aux moindres détails d'une transaction, étaient d'habiles négociateurs. Ils connaissaient la valeur de chaque sac de grains, de chaque lingot d'argent, de chaque morceau de bois précieux. Leur réseau s'étendait des lointaines côtes d'Espagne, où l'argent était extrait, aux terres fertiles d'Égypte, d'où étaient expédiés papyrus et céréales. Ils empruntaient des routes à travers des eaux dangereuses grouillant de pirates et des terres dominées par des tribus en guerre. Les Carthaginois n'avaient pas peur du risque, car chaque expédition réussie leur apportait non seulement des profits, mais aussi de nouvelles connaissances, de nouvelles relations et une gloire renouvelée. Leur caravane commerciale terrestre n'était pas moins impressionnante que leur flotte. Des charrettes chargées de poteries, de textiles et d'armes sillonnaient des routes poussiéreuses, reliant Carthage à des villes lointaines. À chaque colonie où un marchand carthaginois arrivait, il apportait non seulement des marchandises, mais aussi des nouvelles, des idées et une nouvelle vision du monde. Ainsi, progressivement, Carthage devint le cœur d'un vaste empire commercial, son centre vibrant où affluaient richesse et information. Cette croissance ne pouvait pas passer inaperçue. Les anciennes puissances, habituées à leur domination, observaient l'essor de Carthage avec une inquiétude croissante.
La carte politique de la Méditerranée commençait à se modifier. À certains endroits, la puissance déclinait, cédant la place à de nouvelles ambitions, tandis qu'à d'autres, à l'inverse, la résistance mûrissait. Carthage, forte de sa puissance et de son assurance croissante, se retrouva inévitablement confrontée à ces changements. Son succès était trop flagrant, ses aspirations trop grandes pour rester dans l'ombre. Le conseil de la cité carthaginoise, composé de représentants influents de familles nobles et de riches marchands, prenait des décisions qui affectaient le sort de milliers de personnes. Ils envoyaient des ambassades, formaient des alliances et parfois même déclaraient la guerre. Leur diplomatie était aussi habile que leur métier, visant à maximiser les bénéfices de Carthage. Ils savaient identifier les faiblesses de leurs adversaires, exploiter leurs divergences, parvenir à leurs fins par la négociation et, si nécessaire, par la force des armes. Les rues de Carthage, au cœur de l'agitation, étaient tendues. De même que la mer se déchaîne avant la tempête, le climat politique l'était aussi. Un sentiment d'épreuves imminentes planait dans l'air. Carthage, ayant atteint l'apogée de sa prospérité, allait maintenant affronter son plus grand défi, résister à la concurrence d'autres grandes puissances qui n'avaient aucune intention de renoncer à leur place au soleil. La sagesse phénicienne, transplantée sur le sol africain, acquit une force nouvelle. Les Carthaginois apprirent non seulement à construire des navires et à commercer, mais aussi à gouverner de vastes territoires, à collecter des impôts et à lever des armées. Leurs institutions gouvernementales, bien que différentes de celles de la métropole, étaient efficaces et adaptées aux besoins d'un État en pleine expansion. Ils créèrent un système qui leur permit de réagir rapidement aux changements de situation, de prendre des décisions et de les mettre en œuvre. Alors que le soleil se couchait sur les anciens royaumes, Carthage brillait plus que beaucoup. Son influence se propageait comme les ondulations d'une pierre lancée à l'eau. Elle était devenue non seulement un centre commercial, mais aussi un acteur politique dont la parole avait du poids. Ses ambitions étaient sans limite, son potentiel immense. Carthage se tenait au seuil d'une ère nouvelle, prête à inscrire son nom dans l'histoire de la Méditerranée, même si cela exigeait les plus grands efforts et les plus grands sacrifices. Mais toute grande puissance engendre aussi une grande résistance, et chaque lever de soleil laisse inévitablement place à un jour porteur de gloire et d'épreuves. Carthage, dans son aube radieuse, ignorait encore les tempêtes qu'elle allait affronter. Elle vivait dans l'attente de grandes réalisations, grisée par sa propre puissance. Mais les nuages s'amoncelaient déjà à l'horizon, annonçant un affrontement qui changerait le destin du monde entier. L'ombre s'accumulait sur la Méditerranée. Carthage, issue des colonies phéniciennes, était devenue non seulement une cité commerçante, mais une puissance redoutable, aspirant à la domination. Les ambitions de ses dirigeants, telles des voiles gonflés par un vent favorable, les poussaient vers une confrontation inévitable. Un pressentiment de changement flottait dans l'air, subtil comme l'odeur du sel marin avant la tempête. Le vent qui avait autrefois caressé les navires phéniciens gagnait maintenant en force, annonçant une tempête. Sur la rive opposée, une autre puissance gagnait lentement mais inexorablement en puissance. Rome, jeune mais tenace, tel un jeune arbre poussant à travers la pierre, observait l'influence grandissante de Carthage avec une inquiétude croissante. Ces légions, forgées au cours des batailles pour la péninsule italienne, étaient prêtes à relever de nouveaux défis. Le Sénat, dont les murs commémoraient la sagesse des générations, prenait des décisions qui détermineraient le destin du monde entier.
À cet instant, deux civilisations, deux volontés, deux voies différentes vers la grandeur s'entrechoquèrent. Les guerres puniques, comme on les appela plus tard, ne furent pas seulement une série de conflits armés, mais une lutte titanesque pour la domination de toute la Méditerranée. Ces guerres marquèrent le destin des nations sur des champs de bataille poussiéreux et dans les vastes étendues maritimes, là où le sens commercial des Phéniciens s'opposait à la discipline militaire romaine, là où la sagesse des marins contrait l'assaut de l'infanterie. La première guerre punique débuta par la lutte pour la Sicile. Cette île riche s'étendait tel un joyau entre les deux puissances. Carthage, qui possédait déjà un territoire, la considérait comme sa proie légitime. Rome, cependant, sans revendications historiques, voyait en la Sicile la clé pour étendre son influence. La guerre fit rage avec une fureur sans précédent. Sur terre, les Romains, habitués aux combats rapprochés, se heurtèrent aux tactiques carthaginoises, mais furent bientôt contraints de se doter d'une marine. Ces peuples, dont les ancêtres avaient foulé la terre, apprenaient désormais à dominer les mers. Ils adoptèrent, adaptèrent et créèrent. Leurs navires, bien que moins élégants que ceux des Carthaginois, étaient empreints de force et de détermination. Les Romains, avec leur ingéniosité caractéristique, inventèrent le corbeau, un pont mobile qui leur permettait d'aborder les navires ennemis, transformant ainsi le combat naval en bataille terrestre. Cela leur donna un avantage. Les batailles furent brutales et pleines de rebondissements inattendus. La mer, terre d'accueil des Phéniciens, devint le théâtre d'affrontements sanglants. Carthage, habituée à ses avantages navaux, fut contrainte de se défendre. Ses généraux renommés, comme Hamilcar Barca, firent preuve de prouesse stratégique. Mais même eux ne purent résister à l'assaut romain. Après des années de lutte, des batailles acharnées menèrent à la victoire de Rome. Carthage perdit la Sicile, la Sardaigne et la Corse. Le prix de cette domination s'avéra élevé. Mais l'esprit carthaginois était intact. Il dormait simplement, tel un volcan se préparant à une nouvelle éruption. Hamilcar Barca, fils de son peuple, accepta la défaite comme un revers temporaire. Son regard se tourna vers l'Espagne, terre riche en argent et en guerriers. C'est là que, sous sa direction, Carthage commença à renaître. Il créa une nouvelle armée, une nouvelle base économique. Son fils, Hannibal, grandit dans une atmosphère de haine envers Rome, imprégnée d'une soif de vengeance. Ainsi commença la deuxième guerre punique. Hannibal, ce brillant commandant, accomplit l'impossible. Il mena son armée, éléphant de guerre compris, à travers les Alpes. Imaginez la marche. Neige, glace, froid, terrain inconnu. Ces soldats, épuisés mais déterminés, avançaient, poursuivis par les éléments et leurs ennemis. L'Espagne était derrière eux, l'Italie devant eux. Leur apparition sur le sol italien fut un choc pour Rome. Hannibal avait remporté de brillantes victoires, la bataille de la Trébie, celle du lac Trasimène, et enfin la monumentale bataille de Cannes. À Cannes, le monde romain semblait anéanti. La stratégie d'Hannibal était impeccable, son génie militaire brillait plus fort que le soleil. Rome était au bord de l'effondrement. La peur s'emparait de la ville. Dans les rues, des rumeurs annonçaient la fin. Mais Rome, tel un phénix, renaquit de ses cendres. Elle ne capitula pas. Son peuple, ses sénateurs, ses généraux trouvèrent la force de résister. Ils employèrent la tactique de la terre brûlée, évitant les affrontements directs avec Hannibal et épuisant son armée. La guerre se déplaça en Espagne, en Afrique. Scipion l'Africain, le général romain, défia Hannibal sur son propre sol. La bataille de Zama s'avéra décisive.
Hannibal, épuisé par des années de guerre, combattit avec un courage extraordinaire. Mais les chances étaient inégales. Rome fut victorieuse. Carthage fut contrainte de reconnaître sa défaite. Sa flotte fut détruite, son armée désarmée, son territoire réduit. Le prix de la domination s'avéra une fois de plus prohibitif. 50 ans passèrent. Carthage, bien qu'affaiblie, demeurait une cité prospère. Ses routes commerciales s'étendaient loin. Rome, victorieuse, cherchait à dominer totalement. Le conflit entre Carthage et la Numidie devint le prétexte d'une nouvelle guerre. Rome, poussée par des hommes politiques comme Caton l'Ancien, dont la devise « Carthage doit être détruite » devint la devise de l'époque, décida d'en finir une fois pour toutes avec son adversaire de toujours. La troisième guerre punique ne fut pas une guerre d'égal à égal. C'était une guerre de conquérants contre des vaincus. L'armée romaine assiégea Carthage. Le siège dura 3 longues années. Les habitants de la ville, condamnés à mourir, combattirent avec désespoir. Ils utilisaient tout ce qui leur tombait sous la main, vieilles statues, bijoux, tout ce qui pouvait servir d'armes. Mais les forces étaient trop inégales. Les légions romaines prirent d'assaut la ville. Un horrible massacre commença. Carthage fut détruite. Ses maisons furent incendiées, ses murs rasés. Selon la légende, les Romains recouvrirent le sol de sel pour que rien ne puisse y pousser. Ainsi prit fin l'histoire de la grande Carthage. Son nom fut effacé de la surface de la terre. Le prix de sa domination fut sans appel. Les conséquences des guerres puniques furent colossales. Rome devint l'unique maîtresse de la Méditerranée. Son influence s'étendit de l'Espagne à la Grèce. Cette victoire changea le cours de l'histoire mondiale. Mais elle fit aussi surgir de nouveaux problèmes. Vaste territoire, richesse et esclaves, tout cela transforma la société romaine. Les valeurs traditionnelles commencèrent à céder la place à la cupidité et à la corruption. Pour la civilisation phénicienne, dont l'histoire était étroitement liée à celle de Carthage, ces guerres connurent une fin tragique. Leur legs au monde, l'alphabet, leur savoir-faire maritime, leur route commerciale, resta un souvenir. Mais leur puissance politique et militaire avait disparu. La Méditerranée, autrefois leur terre d'origine, devint un lac romain. Les vagues qui avaient autrefois porté les navires phéniciens vers des rivages lointains ne faisaient plus que baigner les côtes du nouvel empire romain. Dans cette grande lutte pour la suprématie, où l'ambition s'opposait à la ténacité et le génie du commandant à la volonté inflexible du peuple, les germes du changement futur furent semés. Les guerres puniques marquèrent non seulement la fin d'une époque, mais aussi le début d'une autre, traçant le chemin de la civilisation occidentale pour les siècles à venir. Et bien que Carthage ait été détruite, ses échos résonnent encore dans le murmure des vagues, rappelant le prix à payer pour la grandeur. Un changement d'air approche, tel un souffle de vent à travers la steppe. Carthage est tombée, et un silence aussi impitoyable que les épées romaines s'abat sur ses cendres. On aurait dit que même la mer, éternelle compagne des Phéniciens, retenait son souffle, observant le déclin d'une grande civilisation. Les vagues qui autrefois léchaient doucement les flancs de leurs navires, léchaient maintenant timidement les rivages, comme si elles craignaient de troubler la paix des vaincus. La grande Méditerranée, leur foyer, leur artère commerciale, leur espace vital était devenu un lac romain. Toute la puissance, toute l'ingéniosité, toute la volonté indomptable qui, pendant des siècles, avait guidé les navires phéniciens vers des horizons lointains, ne se reflétait plus que dans les reflets du soleil couchant à la surface de l'eau.
Ce ne fut pas un coup dur, ce fut un déclin lent et inexorable, tel un feu qui s'éteint après avoir épuisé son combustible. Après la destruction de Carthage, non seulement une cité, mais le cœur du monde phénicien au-delà de leur patrie, leur ancienne puissance devint inaccessible. La Phénicie, berceau des marins et des commerçants, avait depuis longtemps cessé d'être un État unifié capable de résister à la machine romaine en pleine expansion. Ces cités, autrefois des centres commerciaux prospères, se retrouvèrent désormais dans l'ombre de l'influence romaine, leur indépendance fondant comme neige au soleil printanier. Tyr, cette cité antique qui vit naître et prospérer la civilisation phénicienne, sentait désormais le souffle froid du changement. Ses murs, qui se souvenaient de l'agitation des ports, des rires des marins et du tintement des pièces de monnaie, entendaient désormais les pas des légionnaires romains. Les routes commerciales qui s'étendaient autrefois de la Bretagne à l'Afrique, de l'Espagne aux rivages de la mer Noire, s'entrecroisaient désormais avec les voies romaines, formant ainsi un nouveau système unifié. Les marchands phéniciens, autrefois précurseurs et fixateurs de prix, n'étaient plus que de simples maillons d'une vaste chaîne romaine. Leur sagesse, leur habileté à négocier, leur connaissance des courants marins, tout cela était toujours valorisé, mais sous un autre drapeau, sous une autre loi. L'alphabet lui-même, ce don inestimable des Phéniciens au monde, semblait commencer à changer de sonorité. Les Romains l'adoptèrent, l'adaptèrent à leurs besoins, et il devint la base de l'alphabet latin qui allait plus tard conquérir l'Europe. Les mots écrits en lettres phéniciennes sonnaient désormais différemment, acquérant de nouvelles significations, de nouvelles nuances. C'était comme un fleuve qui aurait changé de cours, poursuivant sa route vers la mer, mais traversant désormais une terre nouvelle. Les croyances qui nourrissaient autrefois l'âme des marins connurent également des changements. Baal, Astarté, Melkart, noms de dieux priais avant le départ, avant un voyage périlleux, avant de conclure un accord important, disparurent peu à peu. Les dieux romains, avec leurs temples somptueux et leur culte organisé, occupèrent une place croissante dans la conscience collective. Si les anciennes croyances ne disparurent pas totalement, elles devinrent plus discrètes, plus intimes, telles des chants oubliés, chantés seulement entre amis proches. Carthage, dernier bastion, subit le plus gros de l'attaque. Sa chute signifiait non seulement la perte d'une ville, mais aussi l'effondrement de tout espoir de maintien de leur ancienne puissance. De nombreux Phéniciens, notamment ceux vivant à Carthage et dans ses environs, furent confrontés à une dure réalité. L'esclavage, l'exil, la perte de tout ce qu'ils avaient acquis, tel était le prix à payer pour des siècles de rivalité. Même ceux qui échappèrent au châtiment direct sentirent le monde qu'ils connaissaient leur filer entre les doigts. Mais l'histoire des Phéniciens ne s'arrête pas avec la chute de Carthage. Il s'agit moins d'une disparition complète que d'une profonde transformation. Leurs cités de la côte orientale, comme Tyr et Sidon, continuent d'exister, bien que sous un statut différent. Elles deviennent des provinces romaines, leurs ports acceptant toujours les navires, mais désormais sous contrôle romain. Le commerce se poursuit, mais à une échelle et avec une indépendance moindre. Les artisans phéniciens, tissants, souffleurs de verre et joailliers, continuent de travailler, préservant leurs savoir-faire ancestraux. Mais leurs produits ornent désormais les demeures des patriciens romains. Même leur langue, autrefois parlée le long de toutes les routes commerciales, céda peu à peu la place au grec et au latin. Cependant, tel le murmure du vent, elle subsista dans les dialectes, les prières familiales et les inscriptions anciennes. C'était comme les racines d'un arbre, enfoui sous terre, qui continue de nourrir la vie, même si sa cime n'est plus aussi luxuriante.
Le soleil se couchait sur la Méditerranée, teintant le ciel de teintes pourpres et dorées. Ce coucher de soleil n'était pas la fin du monde, mais la fin d'une époque. Une époque où les Phéniciens étaient maîtres des mers, explorateurs de terres inconnues, créateurs de civilisations. Leur temps était révolu, ne laissant derrière lui que les échos de leurs grandes réalisations. L'Empire romain, tel un puissant navire, fendit avec assurance les flots de l'histoire, entraînant toutes les nations dans sa chute. Les Phéniciens, autrefois pionniers de la navigation, se retrouvèrent désormais à la périphérie de ce nouveau monde. Leurs navires, autrefois les plus rapides et les plus fiables, cédaient la place aux trirèmes romaines et aux plus grands navires marchands. Leurs réseaux commerciaux, autrefois les plus étendus, s'intégraient désormais à la logistique romaine. Cependant, même dans ce nouvel ordre, l'héritage phénicien perdurait. Leurs cités, bien que sous domination étrangère, demeuraient des centres d'artisanat et de commerce. Leur savoir, bien qu'intégré à la culture romaine, demeurait utile. L'alphabet, leur plus grand don, avait déjà amorcé son chemin vers la domination mondiale, devenant la langue des sciences, du droit et de la littérature. Progressivement, imperceptiblement, la civilisation phénicienne, telle que nous la connaissions, commença à se dissoudre dans un océan de nouvelles cultures et de nouveaux empires. Il ne s'agissait pas d'une absorption forcée, mais plutôt d'un processus naturel d'assimilation, tel de petits ruisseaux se jetant dans un fleuve plus vaste. Leurs noms, leurs dieux, leurs coutumes, tout devint partie intégrante de la mosaïque que l'histoire était en train de créer. Mais même dans ce déclin silencieux, dans cette lente transition du centre vers la périphérie, quelque chose d'insaisissable subsistait, quelque chose d'irréductible. C'était l'esprit des marins, la soif de découverte, la capacité à trouver un terrain d'entente avec des peuples différents. Cet esprit, cette sagesse, cette expérience, tout cela continuait de vivre dans le cœur de ceux qui se souvenaient et de ceux qui tiraient les leçons du passé. Tel le dernier rayon de soleil perçant les nuages avant la tombée de la nuit, la civilisation phénicienne laissa son empreinte. Non pas celle d'une destruction, mais celle d'une transformation. Non celle d'un oubli, mais celle d'une intégration. La Méditerranée, autrefois leur berceau, témoignait désormais de leur disparition silencieuse mais significative. Les vagues qui portaient leurs navires jusqu'aux rivages du monde murmuraient désormais leur histoire, rappelant que toute grande civilisation, comme toute vie, connaît son aube, son apogée et son déclin, mais que rien ne disparaît sans laisser de traces. Les vagues de la Méditerranée, berceau de la grande civilisation phénicienne, poursuivent leur danse éternelle, transportant les échos d'époques révolues dans les profondeurs du temps. Leurs navires, autrefois sillonnant les étendues de Gibraltar aux rivages de la mer Noire, ne sont plus que mirages, ombres fantomatiques à la surface des eaux. Mais leurs souvenirs perdurent, tissés dans la trame de l'histoire, tel un fil précieux d'une tapisserie ancienne. Dans chaque grincement de mât, dans chaque murmure du vent, dans chaque embrun touchant le rivage, résonne l'écho de leurs audacieux voyages. Ils étaient des pionniers, des cartographes de l'inconnu, ceux qui osèrent dépasser les frontières du monde familier, guidés uniquement par le scintillement des étoiles et l'appel des terres inexplorées. Leurs cités, Tyr, Sidon, Byblos, autrefois perles scintillantes sur la côte, ne sont plus que ruines antiques, leurs secrets enfouis sous les sables du temps.
Mais même dans leur silence, dans leurs pierres usées par le temps, l'histoire perdure. L'histoire de ceux qui construisèrent des navires en cèdre massif, dont les mains étaient expertes en artisanat et dont le cœur brûlait d'une soif de voyage. Ils ne cherchaient pas la conquête, leur objectif était le commerce, l'échange, l'unification des cultures et des peuples. Ils étaient des intermédiaires, transportant richesse et savoir d'un bout à l'autre du monde. Imaginez un port animé, où se mêlent les voix des marchands du monde entier, le parfum des épices de la lointaine Inde, l'arôme de l'encens de la péninsule arabique, le scintillement des métaux précieux extraits des profondeurs de l'Afrique. Tout cela passait par les mains des Phéniciens, les enrichissant et apportant la prospérité à leur cité. Ils étaient maîtres dans leur art, experts en négociation, en compromis et voyant des avantages là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Leurs routes commerciales étaient des artères par lesquelles circulaient non seulement les marchandises, mais aussi les idées, les coutumes et les croyances. Leur plus grand héritage, bien sûr, fut l'alphabet. Des symboles simples et concis, nés du besoin d'enregistrer les transactions et de tenir des registres, devinrent le fondement de nombreuses langues écrites à travers le monde. C'était un don qui surpassait toutes les richesses matérielles qu'ils transportaient sur leurs navires. L'alphabet, tel un phare, éclairait le chemin du savoir, permettant la préservation et la transmission de la sagesse des générations. Il devint une langue universelle, compréhensible par tous ceux qui cherchent la connaissance. Mais les Phéniciens étaient bien plus que de simples commerçants et navigateurs. C'était un peuple de foi dont les dieux vivaient dans le bruit des vagues, le grondement du tonnerre et l'éclat des étoiles. Il devint une langue universelle, compréhensible par tous ceux qui cherchent la connaissance. Baal, Astarté, Melkart, ces noms résonnaient dans leurs prières, leurs chants et leurs rituels. Ils puisaient leur force dans la nature, vénéraient ses éléments et s'efforçaient de vivre en harmonie avec le monde qui les entourait. Leurs croyances, tout comme leurs routes commerciales, se sont répandues à travers la Méditerranée, se mêlant aux cultes locaux et créant des formes de vie spirituelle nouvelles et uniques. Au fil du temps, leurs cités tombèrent sous la domination de puissants empires. Assyriens, Perses, Grecs, Romains, tous laissèrent leur empreinte sur cette terre. Mais l'esprit phénicien, celui des marins et des commerçants, ne s'éteignit jamais. Il se manifesta par leur résilience, leur capacité d'adaptation, leur soif insatiable de vivre. Même lorsque leurs cités perdirent leur indépendance, leur influence persista. Dans chaque nouveau port où un navire fit escale, dans chaque nouveau marché où leur langue fut parlée, dans chaque nouvelle loi fondée sur leur sagesse. Carthage, leur plus grand enfant, passa d'une petite colonie à une puissante puissance dont les ambitions s'étendaient bien au-delà de la Méditerranée. Bâtie sur les principes de l'entreprise et de la navigation phénicienne, cette cité devint un nouveau centre de pouvoir, défiant la République romaine elle-même. Les guerres puniques, cette lutte titanesque pour la suprématie, devinrent l'une des périodes les plus dramatiques de l'histoire de la Méditerranée. Elles opposèrent deux mondes, deux visions divergentes de l'avenir, deux modes de vie différents. Rome, fortée de ses légions et de sa discipline, de son désir d'ordre et d'expansion, affronta Carthage, dont la force résidait dans la mer, le commerce et sa capacité à trouver un terrain d'entente avec divers peuples. Ce fut une bataille non seulement entre armées, mais aussi entre civilisations. Finalement, Rome sortit victorieuse et Carthage fut détruite. L'histoire phénicienne semblait connaître une fin tragique.
Mais ce n'était que le début d'une ère nouvelle. Les cendres de Carthage, telles des graines emportées par le vent, se sont dispersées sur la terre, emportant avec elles un fragment de la sagesse phénicienne. Leurs compétences commerciales, leur savoir-faire maritime, leur alphabet, tout cela s'est intégré à la culture romaine, l'enrichissant et la rendant encore plus puissante. Les Phéniciens ont disparu en tant que peuple, mais leur héritage a perduré, se transformant et s'adaptant aux nouvelles réalités. Ils ont laissé derrière eux bien plus que des traces matérielles, villes, pièces de monnaie, artefacts. Ils ont laissé derrière eux quelque chose de plus précieux, un esprit d'exploration, un esprit d'entreprise, un esprit d'ouverture au monde. Cet esprit, tel une boussole invisible, a continué de guider les hommes, ouvrant de nouveaux horizons. Regardez la carte de la mer Méditerranée. Imaginez ces lignes reliant ports, villes et continents. C'étaient les routes phéniciennes. Des routes qui ont ouvert la voie aux découvertes futures et au développement de la civilisation. Leurs navires, ces merveilles de bois façonnés par des maîtres artisans, étaient annonciateurs de changements. Leurs navires, ces merveilles de bois façonnés par des maîtres artisans, étaient annonciateurs de changements. Ils transportaient non seulement des marchandises, mais aussi des idées, du savoir et de la culture. Leur alphabet, simple et ingénieux, est devenu la base de nombreux systèmes d'écriture. Il leur permettait de capturer les pensées, de préserver le savoir et de transmettre la sagesse. C'était un don qui continue de vivre et d'évoluer, imprégnant toutes les sphères de l'activité humaine. Des textes anciens aux technologies numériques modernes, les échos de l'ingéniosité phénicienne sont omniprésents. Regardez les étoiles. Les Phéniciens étaient d'habiles marins qui naviguaient grâce aux étoiles. Leur connaissance du ciel et leur capacité à lire les signes célestes les aidaient à trouver leur chemin sur le vaste océan. Ce lien avec le cosmos, cette soif de connaissance, continue de nous inspirer aujourd'hui. Leurs cités, autrefois rayonnantes sur la côte, sont aujourd'hui en ruine. Mais leur esprit, celui des marins et des commerçants, perdure en nous. Chez tous ceux qui aspirent à de nouveaux horizons, qui cherchent de nouvelles voies, qui croient au pouvoir de l'échange et de la coopération. Les Phéniciens nous ont appris que le monde est vaste et magnifique et qu'il faut l'explorer, le comprendre et le connecter. Leur histoire raconte comment de petites cités-États ont pu influencer le monde entier. C'est l'histoire de la façon dont le courage, l'esprit d'entreprise et la quête du savoir peuvent changer le cours de l'histoire. C'est l'histoire de la façon dont, même après le déclin d'une grande civilisation, son héritage perdure, inspirant les nouvelles générations. Les vagues de la Méditerranée murmurent leurs noms, Tyr, Sidon, Byblos. Elles nous rappellent un grand peuple qui a marqué l'histoire de l'humanité d'une empreinte indélébile. Un héritage de marins et de commerçants qui vit dans nos cœurs et nos esprits, nous guidant vers de nouvelles découvertes et de nouveaux accomplissements. Un changement d'air approche, tel le souffle du vent sur la steppe, le murmure discret des vagues. Les Phéniciens, ceux qui autrefois respiraient l'air salin et insufflaient leurs mots sur l'argile et le papyrus, sont désormais à jamais ancrés dans la trame du temps. Leurs cités, autrefois resplendissantes à l'aube de la Méditerranée, se sont dissoutes dans les sables de l'histoire, ne laissant que les échos de leur gloire passée. Mais peut-on parler de fin lorsque la trace demeure éternelle? Les vagues qui caressaient leurs rivages portent désormais l'écho de leurs chants, de leurs aspirations.
Ces vagues, éternelles vagabondes, se souviennent du grincement des mâts, du bruissement des voiles, du brouhaha des places portuaires. Elles se souviennent comment de grands voyages naquirent de petits ports audacieux, comment le courage et la connaissance des étoiles guidaient les navires à travers le brouillard et les tempêtes. Les Phéniciens ont appris au monde à regarder au-delà de l'horizon, à ne pas craindre l'inconnu. Leur alphabet, ce don précieux, perdure, palpitant dans chaque ligne, dans chaque mot né sur terre. C'est devenu un fil conducteur, un pont entre les âmes. Ils sont partis, mais pas disparus. Leur esprit, celui des découvreurs, des commerçants infatigables, des artisans avisés, habite tous ceux qui aspirent à la compréhension, qui croient au pouvoir du dialogue et de l'échange. Leur histoire est plus qu'une simple chronique du passé. C'est une parabole sur la façon dont le courage et le désir de lumière peuvent illuminer le monde. Dans le silence des pierres anciennes, dans le clapotis des eaux côtières, leurs doux murmures résonnent. Ils nous rappellent que chaque coucher de soleil n'est que la promesse d'une aube nouvelle, que chaque déclin est le début d'un nouveau souvenir. Ainsi, lorsque le dernier rayon de soleil effleure l'horizon et que la fraîcheur du soir enveloppe la terre, nous pouvons sentir ce souffle calme et doux de l'histoire, le murmure discret des vagues, porteuses d'éternité.